Salut, c'est Romain Cachavenda. Sur le podcast d'aujourd'hui, on va parler d'échauffement et plus particulièrement d'échauffement en salle de musculation. Pour faire assez court sur la partie théorique, il est connu et validé scientifiquement que l'échauffement il peut te permettre de réduire le risque de blessure et surtout qu'il peut te permettre d'augmenter et maximiser ta performance. J'ai repris quelques études et je vais te citer certains bénéfices qui en ressortent. En 1, la contraction et la relaxation plus rapide des muscles agonistes et antagonistes, une amélioration du taux de développement de la force, c'est un des paramètres de l'explosivité, entre autres, une amélioration de la force et de la puissance musculaire, une amélioration du temps de réaction, une amélioration aussi de l'apport d'oxygène grâce à l'effet Bohr, tout comme des réactions métaboliques améliorées. Ma question du coup est assez simple, c'est est-ce que tu prends assez en compte ton échauffement ? Je vais te donner des chiffres très bêtes, juste pour que tu prennes conscience de l'impact de l'échauffement et du temps d'échauffement. Donc si tu t'échauffes, et j'ose espérer que c'est un minimum le cas, tu passes en moyenne 10 à 30 minutes de ton temps d'entraînement. Si tu pars sur 10 minutes d'échauffement, 4 fois par semaine, sur un cycle d'entraînement de 12 semaines, ça correspond à 8 heures de ton temps total d'entraînement. Je pense sincèrement que ce temps total d'entraînement de 8 heures doit être de la meilleure des qualités possibles par rapport à ce que tu as à disposition d'un point de vue de temps et par rapport à tes besoins, bien entendu. Pour que ce soit de la meilleure qualité possible, ça nécessite, à mon sens, une stratégie, une réflexion sur la construction qui a clairement autant d'importance que ton entraînement en lui-même. Je vais te présenter dans la suite de ce podcast des billes pratiques qui vont te permettre de faire des choix quant à l'agencement et la mise en place des différents exercices les uns par rapport aux autres en fonction de l'objectif de la séance à venir et de ton profil d'athlète. Ce modèle d'échauffement, il a été construit autour de ce qu'a pu proposer le Dr Ian Jeffreys ou encore Mark Verstegen. C'est l'auteur de Every Day is a Game Day, qui est d'ailleurs un bouquin à lire. La classification de base utilisée par Jeffreys est le protocole RAMP, R-A-M-P. R pour le raise, donc c'est augmentation de la température, de la fréquence cardiaque, du flux sanguin, diminution de la viscosité articulaire et musculaire, donc diminution des frottements. Le A, c'est pour activate, soit la stimulation de groupes musculaires ciblés. Le M pour mobilize, donc mobilisation et des articulations clés sur les amplitudes articulaires utilisées dans le sport. P pour potentiation ou performance dans la version modifiée, L'idée, c'est de faire grimper l'intensité au niveau de ce qui est retrouvé dans la pratique à venir et améliorer la performance en utilisant la PAP. Donc, on parle beaucoup plus du système nerveux central ici. De mon côté, je mets en place en fait 8 étapes qui permettent de construire un échauffement en fonction de l'athlète qui se présente en face de moi. Ces 8 étapes sont pour certaines optionnelles. Certaines étapes, en fonction de si tu es sur le terrain, si tu es en salle de muscu, elles peuvent être interverties. Je pense donc bien évidemment aux échauffements collectifs et on pourra parler d'un exemple plus loin ou plutôt refaire un podcast là-dessus. Et les étapes 2 et 3 dont on va parler, elles nécessitent d'ailleurs l'intervention de personnes compétentes et diplômées et elles ne seront pas développées outre mesure dans ce podcast. L'étape 1 concerne donc l'activation cardiovasculaire. Elle concerne des activités du type marche, course, vélo, rameur à une intensité correspondant à l'endurance fondamentale. C'est tout simplement mettre en route d'un point de vue cardiovasculaire. Ça peut au plus simple être de la marche avec une légère pente sur le tapis de course ou encore 3 à 5 étages au stepper à vitesse lente. C'est aussi pour moi une manière de faire rentrer dans la séance l'athlète et de mettre sur le paillasson un peu son quotidien pour faire un focus sur le reste de la séance. Habituellement, ça ne doit pas durer plus de 2 à 5 minutes. Pour l'étape 2, on va parler de séquences sensorielles, séquences patron-moteur. Donc cette étape, elle est individualisée et elle va te permettre de mettre en place différents exercices qui sont liés au patron-moteur, aux réflexes archaïques ou du travail en posturaux. Ces exercices, ils sont mis en place en fonction de tes besoins et je te conseille de te rapprocher d'un praticien IP ou d'un posturologue pour la mise en place de tout ça. L'étape numéro 3 concerne le Reflexive Performance Reset ou RPR. Tu peux faire tes petites recherches sur Internet. C'est une pratique dérivée des points neurolymphatiques de Chapman. Si tu es familier de la chose, pratique la séance de base zone 1 ou la séance complète en fonction des observations faites et ce que tu as besoin. Je te conseille tout simplement de te rapprocher d'un praticien RPR pour la mise en place.
L'étape 4.1 dans le continuum concerne les automassages. C'est une étape clairement optionnelle et elle concerne que les athlètes avec un besoin autour des automassages. Il faut savoir que ces automassages deviendront au fur et à mesure de moins en moins essentiels à mesure que tu progresses sur les séquences sensorielles. Donc on parle des patrons moteurs et de la posturo. Et si tu ne fais pas partie des profils qui ont besoin de cette étape, tu passes directement au 4.2. Ceux qui en ont besoin en fait des automassages, l'idée c'est tout simplement de cibler les zones chroniques de raideur et de dysfonction sans masser le corps entier. Tu cibles les 2 à 3 zones qui pourraient te permettre d'améliorer la fonction générale du corps et tu réalises les massages de manière énergique sur 10 à 20 allers-retours. Je pense par exemple au triceps sural, au quadri, au fléchisseur de hanche, aux fessiers, aux grands dorsaux, ce que tu as besoin. Et une fois que tes automassages sont réalisés, l'idée c'est de travailler sur les mêmes groupes musculaires dans la partie 4.2 qu'on va voir. Pour la partie 4.2, on parle de mobilisation. Donc c'est un mot assez vaste. Et dans ce que j'utilise, en fait, il y a 2 procédés qui peuvent s'offrir à toi pour cette étape de l'échauffement en fonction de ta manière de ressentir les étirements. J'aime bien placer des étirements actifs isolés ou des étirements en contracteurs lâchés pour les athlètes que j'appelle musculaires. Donc en gros, quand tu t'étires, je ne peux pas aller plus loin car le muscle tire trop, tu es plutôt musculaire. Sur les étirements actifs isolés, on parle de maintien actif sur 2 secondes en position d'étirement. Et ces étirements, ils sont à réaliser en fait sur les mêmes groupes musculaires que ceux que tu as ciblés lors des automassages, si automassage il y a eu. Je choisis habituellement de 1 à 3 exercices qui collent avec ton corps de séance et ton profil. La deuxième option est de travailler sur des mobility flow ou des rotations articulaires contrôlées, par exemple, pour les athlètes mécaniques, qui, en gros, quand ils s'étirent, se disent « je ne peux pas aller plus loin car j'ai une sensation de blocage ». Je les réalise aussi sur 1 à 3 exercices choisis en fonction du corps de séance. Les étirements longs statiques n'ont pas la place dans cette partie d'entraînement. On sait qu'il y a par exemple diminution de la production de force des muscles sollicités suite à des étirements statiques. Donc je préfère aller vers les variantes plutôt dynamiques et je les sectorise entre musculaire et mécanique. En 5e étape de l'échauffement, je place 2 choses qui s'imbriquent l'une avec l'autre, c'est les activations musculaires et les intégrations. Ces 2 objectifs qui s'imbriquent donc l'un avec l'autre. L'activation, l'idée c'est d'appuyer sur le bouton on de certains groupes musculaires qui vont être utilisés dans la séance qui suit. Il y a plusieurs méthodes qui peuvent être utilisées en fonction de tes besoins. Les 2 exemples les plus simples que je peux te donner ici par oral, c'est les séquences powerband et poids de corps qui ciblent les groupes musculaires autour de la ceinture scapulaire que tu as déjà pu voir passer un peu partout, ou les séquences avec mini-band et poids de corps qui ciblent les muscles autour de la ceinture pelvienne, comme tous les exercices de fessiers avec mini-band. Voilà. Ces exemples sont les plus simples car ils nécessitent que très peu de matériel, ils peuvent être réalisés absolument partout. Pour ce qui est du second point, donc l'intégration, c'est l'utilisation d'exercices correctifs ou généraux sur le pattern de mouvements ciblés dans le corps de séance. C'est tous les exercices que tu peux retrouver dans la méthodologie Greg Cook par exemple. Donc l'idée générale, c'est de mettre en place des mouvements fondamentaux qui vont être en focus sur la suite de la séance, mais avec une emphase qui est placée sur la qualité de contraction et la séquence de contraction. Quelque chose qui fait sens à mon avis ici, c'est tous les dérivés du principe de l'échauffement russe avec une phase excentrique accentuée. Si ton objectif sur cette partie de l'échauffement est de balayer le ou les mouvements fondamentaux que tu retrouveras sur la séance qui va suivre, tu peux te baser sur la liste suivante pour faire tes choix. En 1, flexion de jambes, appui parallèle, décalé ou les variantes unipodales. En 2, les flexions de hanches en appui parallèle, décalé ou variante unipodale de nouveau. Tout ce qui est poussé sur les membres supérieurs, tout ce qui est tirage sur les membres supérieurs, tout ce qui est porté et tout ce qui va être quadrupédie. Une des raisons pour le placement en étape 5 de l'activation et de l'intégration est que ces 2 objectifs ils peuvent s'imbriquer et se combiner au travers de l'utilisation de dérivés d'exercices RNT, donc Reactive Neuromuscular Training. Je donne un exemple, par exemple, sur la fixation des dorsaux en soulevé de terre, tu peux très bien avoir une bande élastique qui est fixée loin devant toi, placée sur ta barre. Et en fait, quand tu vas faire ton soulevé de terre, ta barre va avoir, à cause de la bande élastique, tendance à s'écarter de toi. Donc, tu vas devoir fixer de manière à conserver la barre dans l'alignement vertical. Donc, tu accentues en fait ton défaut au travers d'une contrainte mécanique qui peut être un élastique. Et ça peut très bien s'inclure donc à la fois en activation et en intégration.
Pour l'étape 6.1, on va parler d'activation et de potentialisation du système nerveux central. Cette partie, elle est également individualisée en fonction du profil d'athlète et du besoin du premier corps de séance. Je l'individualise par exemple avec le neurotyping pour savoir si j'ai besoin d'activation, si j'ai besoin de potentialisation ou si j'ai besoin des deux. Et si tu ne fais pas partie des profils qui ont besoin de cette partie de séance, tu peux directement passer au 6.2. Pour te donner quelques outils et méthodes que tu peux utiliser dans cette partie, on va parler d'overcoming ISO, de supramax hold, de pliométrie, de saut ou de mouvement balistique, du semi-balistique contre les résistances accommodantes, des oscillations, des double bounce, du travail super slow sur de l'excentrique, du concentrique ou bien les deux, du travail avec du hanging band technique, du chaos bar en gros, et plein d'autres petites techniques qui vont te permettre en fait d'activer et d'allumer le système nerveux central pour préparer aux efforts à venir. Pour l'étape 6.2, c'est tout simplement la montée en gamme sur ton premier exercice du jour. C'est cette étape qui est l'entrée dans la séance au travers de simples montées en charge sur le premier exercice, si on parle donc ici de musculation. Cette montée en gamme, elle peut se réaliser de différentes manières possibles, mais de manière générale, on parle de 3 à 5 charges progressives jusqu'à arriver au travail du jour. Pour récapituler les étapes du canevas général d'échauffement que j'utilise, en 1, activation cardiovasculaire, en 2, séquence sensorielle et patron moteur, en 3, Reflexive Performance Reset, en 4.1, les automassages, en 4.2, les mobilisations, en 5, l'activation musculaire et ou l'intégration, en 6.1, l'activation et la potentialisation du système nerveux central, et en 6.2, la montée en gamme sur le premier exercice du jour. J'ai créé un e-book qui est disponible en téléchargement gratuit sur mon site internet rk-sport-performance.com où tu retrouveras toute la théorie dont on a parlé ici ainsi que le temps de travail et le nombre d'exercices à réaliser par étape. Pour t'aider dans la construction de tes séquences d'échauffement, tu auras des canevas généraux à la fois sur toutes les étapes ou alors l'un plus simplifié et des exemples sur 6 grands échauffements que j'ai pu utiliser avec les athlètes en suivi. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Cela concernait donc les différentes étapes qui constituent pour moi un canevas de réflexion et une aide à la construction d'une partie de l'entraînement qui est trop souvent galvaudée et mise de côté à mon goût. C'est bien entendu modulable et je pense sincèrement que ça évoluera au fil des années à venir. Si tu as des questions ou que tu veux échanger sur le sujet, tu peux me contacter sur les réseaux sociaux avec grand plaisir. Tu trouveras ça dans le lien dans la bio ou alors directement sur mon site internet. Salut!